Alors, donc, on m'a demandé de parler des enjeux sociaux ou sociétaux de cette recherche, et comment et le partenariat dans les enjeux sociaux et sociétaux. En fait, je vais dire sociaux. Donc, comme vous êtes pour la plupart issus d'approches que je qualifierais grossièrement de biomédicales, je vais commencer par un très très bref rappel de différences de principes qui fondent les approches biomédicales et sciences sociales, parce que vous allez voir que ça a un lien direct avec notre question de cet après-midi. Alors je reprends pour ça ce petit tableau en fait, que j'avais fait pour un cours en santé publique, pour dire aux étudiants que, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais dans les très grandes lignes, les sciences biomédicales me paraissent se fonder sur des notions d'objectivité et d'universalisme. Grosso modo, on part du principe que les lois de cause à effet sont universelles, elles s'appliquent de la même façon quel que soit le contexte. Alors, évidemment, ça peut être largement discuté, mais l'idée, c'est que l'effet d'un médicament ou d'un protocole thérapeutique, toute chose égale par ailleurs, devrait être le même dans un pays ou dans l'autre. Et dans un essai clinique, il me semble qu'on va bien essayer de contrôler ce toute chose égale par ailleurs. Alors l'approche des sciences humaines et sociales, elle est radicalement différente puisqu'elle se fonde justement sur le côté subjectif des phénomènes et contextuel. Donc c'est vraiment la complémentarité. Nous partons du constat que même si un traitement existe et qu'il est efficace, pour qu'il soit efficace complètement en termes de santé, il faut qu'il soit disponible à un coût abordable, que les gens acceptent de le prendre, qu'il se conforme à la posologie, que la famille et l'entourage ne soient pas un obstacle au traitement, toutes choses que vous connaissez bien dans le champ de la santé publique, mais qui sont typiquement des questions de contexte et de subjectivité. Et alors, comme vous voyez dans ce tableau, en fait, quand on dit les sciences humaines et sociales, c'est très divers. Et il me semble que, alors je suis démographe, il me semble que la démographie, la géographie, l'économie sont des sciences sociales un peu particulières qui, par leur corpus méthodologique, ont cette capacité de faire passerelle entre les deux approches parce que leur corpus méthodologique les rapproche beaucoup de cette approche plus universelle et objectivante, je dirais. Alors, bon, ça, c'était juste pour camper le décor de base, et pour dire au final que, justement, quand il est absolument nécessaire de prendre en compte les aspects sociaux de santé quand on fait de la recherche dans un pays qui n'est pas le sien et qu'on n'a pas une grande maîtrise de ce contexte, chose qu'on a quand on fait de la recherche dans son pays, même sans le savoir, implicitement, on décode le contexte et on décode la subjectivité, la représentation que les gens ont telle ou telle maladie. Quand on arrive dans un pays qui n'est pas le sien, tout ça, on ne le décode pas forcément en tout cas très rapidement. Donc, faire de la recherche en prenant en compte, en sciences médicales et cliniques, ça nécessite quand même de prendre en compte les aspects sociaux et pour cela de collaborer avec les partenaires du pays, ça je vais en parler plus tard, montrer à partir d'exemples ce qui est possible. Je vais donner deux petits exemples sur cette nécessité de prendre en compte les aspects sociaux et aussi pour utiliser un langage qui convient. Deux petits exemples très simples tirés d'expériences d'ailleurs qui sont incluses dans ce dont je vais vous parler après. Premier exemple, dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH à Abidjan, mais pas seulement, à la fin des années 90, dans les programmes de recherche clinique pour trouver un bon traitement prophylactique pour éviter cette transmission. En plus du traitement, les équipes médicales donnaient toute une série de conseils aux femmes enceintes qu'elles recevaient et qu'elles suivaient, qui étaient séropositives. Et dans cette série de conseils, il y avait entre autres ne plus avoir de nouvelles grossesses après cette grossesse pour laquelle elles étaient traitées. L'idée était simple, c'est qu'à partir du moment où on n'avait pas des traitements efficace à 100%, il fallait réduire le risque, et réduire le risque, c'était aussi réduire le risque en réduisant le nombre de grossesses à venir. Ce conseil n'a absolument pas été correctement suivi, que ce soit à Abidjan ou que ce soit dans tous les pays d'Afrique où il a été délivré. Et il y a plusieurs études qui ont montré que, grosso modo, les femmes suivaient ce conseil quand elles avaient déjà 3 ou 4 enfants, ou qu'elles avaient en tout cas un enfant avec le conjoint avec lequel elles étaient en couple à ce moment-là. En fait, le conseil qui avait été délivré sur des bases médicales très
très saine, j'allais dire, ne prenait pas en compte le fait que la maternité en Afrique était tellement importante en termes d'injonction sociale et aussi de construction de l'identité, la maternité et la paternité d'ailleurs, que c'était un conseil impossible à suivre de ne plus avoir d'enfants quand on n'en avait pas assez par rapport aux normes qu'on s'était fixées ou aux normes sociales. Donc ça fait partie des résultats que les sciences sociales ont apportés dans la PTME, qui ont été intégrés, et aujourd'hui, on accompagne le désir d'enfant des femmes et des hommes qui ont un VIH plutôt que de leur dire de ne plus avoir d'enfants. Deuxième exemple, d'un tout autre ordre, d'un ordre sémantique, mais qui je trouve est très intéressant, parce qu'on réfléchit souvent pas assez à notre langage dans les recherches en santé. Dans un programme de recherche sur la prévention des risques du VIH auprès des homosexuels au Sénégal, on a donc fait une enquête dont je vais dire 2 mots après, et dans l'enquête, on a utilisé le mot qu'on utilise à peu près dans toutes les enquêtes sur les comportements sexuels dans le monde entier, le mot de partenaire sexuel. Et comme une des choses qui nous intéressait, c'était de savoir quelles étaient les partenaires féminines des hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, parce qu'il y avait un risque épidémiologique, en fait, une population homosexuelle avec une haute prévalence VIH de l'ordre de 20% au Sénégal versus une population générale avec une prévalence de moins de 1%. Et l'idée, c'était que ces femmes partenaires féminines d'hommes qui ont par ailleurs des rapports sexuels avec d'autres hommes pouvaient être une passerelle et que l'épidémie se propage dans la population générale. Donc on était intéressé par ces femmes-là et on pose la question, donc combien avez-vous de partenaires féminines ? Et puis au bout de 50 questionnaires, il y avait 500 personnes dans l'enquête, on se rend compte que, étonnamment, il y a des hommes qui sont mariés, qui déclarent être mariés, avec une femme, hein, on s'entend, et qui déclarent 0 partenaire féminine. Alors, j'ai réuni l'équipe à ce moment-là, je leur ai dit, c'est quand même bizarre, est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'ils n'ont pas de rapport avec leur femme ? Et l'équipe éclate de rire et me dit, ben non, mais bien sûr, une épouse, c'est pas une partenaire. Donc nous, enfin voilà, pour moi ça a été une grosse gifle parce que ça faisait déjà 10 ou 15 ans que je faisais de la recherche sur ces questions-là et j'avais pas été capable au Sénégal, qui était un pays où j'arrivais en fait, et je vais en reparler 2 minutes de ça, j'arrivais avec mon expérience de Côte d'Ivoire qui n'était absolument pas transposable au Sénégal et je ne voyais pas le problème de parler de partenaire sexuel pour parler d'épouse, alors qu'au Sénégal c'est pas comme ça, on parle pas de partenaire pour parler de sa femme, c'est de son épouse, c'est 2 catégories sémantiques complètement différentes. Voilà, donc ces 2 petits exemples posés. Alors là, à propos de sémantique, j'emploie le terme partenaire dans un autre ordre, qui est celui dont on parle depuis ce matin, donc partenaire de recherche au Sud, pour arriver sur une toute autre question, avec quel partenaire de recherche travailler sur ces questions sociales. Et là, je voudrais juste mettre les pieds dans le plat. C'est très difficile de trouver des partenaires en sciences sociales, humaines et sociales. Alors, dans les pays en développement, je n'oserais pas dire ça parce que j'ai oublié, enfin moi je travaille essentiellement sur l'Afrique, j'ai une beaucoup plus mauvaise connaissance de ce qui se passe ailleurs, il me semble que c'est moins vrai ce que je vais dire en Asie, en Amérique latine, mais quand même, enfin voilà, il y a quand même des constantes. La raison est toute simple, c'est que dans des pays à ressources limitées, très pragmatiquement, si on fait des études de médecine, on a plus de chances de trouver du travail et de gagner sa vie que si on fait des études de sociologie ou d'anthropologie. Donc on va trouver beaucoup moins de sociologues et d'anthropologues que de médecins ou biologistes. Et puis, il y a en Afrique, en tout cas, ce sont quand même des filières un peu sinistrées avec les problèmes politiques. On a des facultés qui... Enfin, voilà, moi, les pays que j'ai connus, c'est des filières où c'est difficile de trouver des gens bien formés. Il en existe, mais quand il en existe, et c'est mon deuxième tiret, ils partent faire de la consultance. Pour les mêmes raisons de pauvreté des ressources. Donc voilà, donc la réalité, elle est quand même là, c'est que oui, il faut des partenaires au Sud, on les appelle tous de nos voeux, mais c'est pas si facile de les trouver et ils sont peu nombreux et quand ils existent et qu'ils sont que ce sont des gens de grande qualité, ils sont surdemandés et c'est très difficile de travailler avec eux. Alors les clés, donc là vous voyez je parle de choses très basiques mais il me semble que c'était aussi l'objet de la demande. Les clés, c'est vraiment de passer du temps dans le pays pour trouver et installer les bonnes collaborations et de former des jeunes chercheurs et leur donner les moyens ensuite de travailler. Alors ça a l'air des évidences, mais dans le domaine des sciences sociales et humaines et sociales, il me semble que c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Je vais l'illustrer par 2 très rapides exemples.
Deux exemples de partenariats alors, qui sont terminés depuis longtemps, ce qui me permet justement d'avoir le recul pour en tirer les leçons aujourd'hui. Donc un premier exemple, c'est une recherche qui a été menée entre 2001 et 2006 à Abidjan, donc celle dont j'ai déjà un peu parlé. On avait donc c'est une recherche qui s'appuyait sur, d'un point de vue clinique et épidémiologique, PAXI, qui est donc le site ANRS dont vous avez entendu parler ce matin. Donc ça veut dire c'est franco-ivoiriens, des gens de l'INSERM de Bordeaux qui sont en partie dans la salle et des chercheurs ivoiriens, cliniciens, médecins. À Abidjan, toujours une école de statistique et d'économie qui s'appelle l'NCA, qui forme des démographes et des statisticiens. Et puis, nous, notre équipe, alors d'abord à Abidjan, et puis ensuite, moi je suis rentrée en France, avec démographes anthropologues. Donc vous voyez, à la fois sciences sociales, sciences médicales, bon, nord-sud. Alors, bon, ça je vais très rapidement, mais il s'agissait d'un suivi de cohorte de femmes après un dépistage prénatal du VIH. On a suivi des femmes séropositives, séronégatives. Bon, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais ça conduit à toute une série de résultats qui, il me semble, sont innovants, et en particulier sur la réalité conjugale face au VIH, sur ce que les femmes enceintes disent ou ne disent pas à leur conjoint par rapport à leur dépistage, leur VIH, les conseils médicaux qu'elles reçoivent. Ça, en particulier, pour moi, c'est vraiment un des résultats importants, permis de remettre en question le fameux présupposé que l'homme est un obstacle à la prévention du sida, que les femmes victimes, hommes coupables, enfin. Donc ça a permis quand même de repenser beaucoup de choses autour de la prévention de la transmission mère-enfant et autour plus largement du VIH dans le couple en Afrique. Et puis, voilà, les forces, tout ce qu'on a pu montrer, on l'a montré parce qu'il y avait à la fois ce pôle clinique et épidémiologique très fort à Abidjan sur lequel on pouvait s'appuyer, qui était le site ANRS PAXI. Le fait que moi j'étais en Côte d'Ivoire pendant 6 ans et que du coup j'étais affectée à l'NCA, cette école de stats et d'économistes, que du coup j'ai pu accompagner des étudiants, repérer ceux qui étaient vraiment intéressés et qui avaient un désir de travailler sur ces questions-là, les conduire jusqu'au DEA, thèse, etc. Et du coup, il est sorti, alors c'est très modeste par rapport à tout ce qu'on a vu cet après-midi, mais pour nous, on est très contents parce qu'on est des petites équipes. Et voilà, il est sorti 10 articles, dont 4 avec un jeune chercheur ivoirien en premier auteur, ce qui était satisfaisant. Par contre, les faiblesses, c'est que en fait, l'échec, ça a été de se rendre compte qu'on n'était pas capable de fidéliser les gens qu'on avait formés, dans ces sciences sociales quantitatives, on pourrait dire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu des financements à leur proposer juste derrière avec un autre gros projet, et que, par contre, ils ont été happés par, en l'occurrence, une grande ONG américaine qui, étant donné leur expertise, leur proposait des salaires qui étaient bien meilleurs que ce que nous, on pouvait leur proposer en attendant mieux. Et du coup, on n'a pas réussi à pérenniser une collaboration PAXI-NCA, donc Sud-Sud, Abidjan, sciences sociales, sciences médicales, qu'on essaye de relancer actuellement autour du projet dont Serge Eolia a parlé ce matin, thème préno-social, mais il faut reformer les gens. Enfin voilà, tout le travail est de nouveau à faire et c'est, voilà, vous savez l'effort que ça représente. Alors, un deuxième exemple, au Sénégal, donc c'était la recherche auprès des homosexuels. Là, c'était très différent. Ça s'est construit à partir d'une demande de l'Institut d'hygiène publique, en particulier la division SIDA-IST à Dakar, où on avait une équipe clinique, donc des médecins, mais des médecins qui étaient très impliqués depuis longtemps dans la prise en charge des homosexuels, donc des médecins qui avaient je dirais une sensibilité associative presque, enfin un engagement associatif avec un suivi psychosocial très important des personnes qui prenaient en charge non seulement médicalement mais aussi socialement, psychologiquement, voire juridiquement, enfin vraiment un médecin qui s'impliquait au-delà simplement de sa pratique médicale, et qui sont venus nous chercher. Donc ça, c'est un projet qu'on a mené plutôt de France par mission, 2 démographes et une anthropologue, pour mener une étude, alors dont j'ai encore pas le temps de parler, mais sachez que c'était une enquête cette fois-ci transversale auprès de 500 donc HSH hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc cette étude a apporté toute une série de résultats, sur lesquels je passe, intéressants, qui ont fait un peu date, et donc c'était tout à fait positif de ce côté-là. Par contre, voilà, quand moi, avec le recul, les forces, c'était qu'il y avait cette équipe médicale sénégalaise
qui était vraiment l'investigatrice, nous étant seulement les facilitateurs, qui était impliquée de longue date dans la prise en charge des HSH et qui avait l'oreille des politiques et qui pouvait donc traduire en termes politiques les résultats de la recherche. On était un peu dans une recherche-action. L'autre force, une anthropologue qu'on a fait venir, qui était française, mais qui connaissait auparavant bien le terrain sénégalais et qui a permis du coup qu'en peu de temps et avec des missions assez courtes, on arrive à sortir toute une série de résultats qui étaient importants. Par contre, on n'a pas mobilisé suffisamment de ressources en sciences sociales au Sénégal. Il y a eu 4 publications, dont une seule signée en premier auteur par le médecin sénégalais et portant sur des questions épidémiologiques et pas de sciences sociales. Donc pour moi, c'est un semi-échec parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à susciter de force sur ces questions sociales au Sénégal. Autour de ça ne veut pas dire qu'il y en a, il y a un énorme pôle qui travaille sur les questions de sciences sociales au Sénégal, mais sur la question de l'homosexualité à ce moment-là, des gens ont repris la relève, mais nous, enfin voilà, moi je trouve que je n'ai pas réussi à former des gens qui ont pris la suite directement après. Donc ma conclusion, c'est que c'est vrai tout le temps, mais sur les questions sociales en particulier, c'est extrêmement important de s'appuyer sur des gens qui connaissent la société concernée, que ce soit des chercheurs en sciences sociales ayant déjà de l'expérience ou des réseaux dans le pays, ou que ce soit des chercheurs du pays concerné, et j'ai mis ou professionnels, parce que là c'est un petit truc, c'est qu'il me semble que quand on ne trouve pas de chercheurs en sciences humaines et sociales dans le pays concerné, on peut quand même s'appuyer sur des professionnels de santé qui ont des professionnels du social. Et voilà, donc il y a des façons de s'en sortir, mais en tout cas, il faut le faire. Et en dernier, j'ai mis « et passer du temps dans le pays », parce que moi qui suis maintenant en France, je me rends compte voilà, du prix. C'est vraiment... on ne peut pas ne pas passer du temps dans un pays, au moins par des missions longues, pour y faire de la recherche qui ait du sens, en tout cas, sur ces questions sociales. Voilà, je vous remercie.